Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Le Parlement devrait exiger la destitution du Premier ministre burundais. L'ancien vice-président de la République, Frédéric Bamvugi-Nyumvila, le dit en réaction aux déclarations faites par le chef du gouvernement devant ses représentants du peuple. Le nord-est du Burundi risque une famine à partir de janvier prochain. L'alerte est du réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine Usenet. Dans ce journal, nous reviendrons encore sur le dossier des centaines de familles rapatriées de la RDC et privées de leur paquet retour. Aujourd'hui, nous aborderons le problème de scolarisation de leurs enfants. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page gouvernance. La déclaration faite par le Premier ministre devant le Parlement, reconnaissant que les dirigeants violent sciemment les lois, prouve le régime tyrannique du Burundi. Réaction de l'ancien vice-président de la République et président de la coalition CEFOR Arusha. Frédéric Bamvugi-Nyumvila estime que le changement n'est pas encore pour bientôt avec le régime CNDD-FDD. Le Premier ministre a dit qu'il existe de très bonnes lois, justement parce que ce sont des copies. Ce sont des copies des autres lois qui existent au niveau des autres pays et qui ont été essayées d'être appliquées en termes de l'écrit dans notre pays. Mais quant au respect de ces textes de loi par l'autorité surtout, justement ça donne du fil à retordre parce que d'après lui, il justifie ce fait que le passé, leur passé, ne leur permet pas de dépasser ce passé pour qu'ils puissent être à mesure de représenter l'État ou de faire fonctionner un État moderne qui doit être basé sur la loi et le respect de la loi. Pour eux, leur façon de diriger n'émane pas de la loi, mais ça émane de leur tête, ça émane de leur chef. Donc ça veut dire que quand ils décident de faire cela, ils le font indépendamment de ce qui existe dans les textes. Autrement dit, c'est une démocratie qui n'en est pas une. C'est une démocratie tyrannique qui ne respecte aucune loi, donc qui ne respecte aucun principe. Parce que les lois, ce sont des principes écrits. On ne peut pas accepter cela, que ça soit déclaré par un Premier ministre. Il dit que l'évêque va prier pour eux. Eh bien, tous les évêques du Burundi pourraient peut-être rester le jour et la nuit dans des églises. Cette situation ne changerait pas parce que justement, les dirigeants ne veulent pas changer. Ils n'entendent pas changer. Ils n'entendent pas changer. Et le peuple burundais n'est pas capable de les mettre justement à leur véritable place. Voilà le drame burundais. Des dirigeants incapables, mais le peuple, lui aussi incapable de mettre les dirigeants qu'il faut et mettre les dirigeants qu'il ne faut pas à leur place. Voilà le fond de la question. Quant à l'usine de fabrication des engrais chimiques FOMI, Frédéric Bamvugi-Nyumvila explique que c'est un des résultats de la mauvaise gouvernance du régime CNDD-FDD. Après autant d'années, le Premier ministre, qui a toujours occupé d'autres fonctions dans le régime CNDD-FDD, ne pouvait pas venir aujourd'hui jeter le tort sur les responsables de l'usine. Encore une fois, Frédéric Bamvugi-Nyumvila, ancien vice-président de la République. En réalité, pour mettre en place une usine comme celle-là qui fabrique l'engrais chimique, il devrait y avoir des études de ceux-là qui veulent initier l'établissement de cette usine et montrer comment cette usine va fonctionner et surtout la qualité du fumier qui va sortir de l'usine. Et l'État devrait justement être capable d'accompagner périodiquement pour constater que la qualité est la même
ou si la qualité n'est plus la même, donner des remarques. Est-ce que ce travail a eu lieu? Je ne crois pas. Maintenant qu'il déclare ainsi devant l'Assemblée nationale, mon Dieu, ça signifie quoi? C'est tout simplement pour dire que la politique des autorités d'aujourd'hui, même le président de la République, c'est de dire, voilà, les choses ne marchent pas parce que ce passé qui ne passe pas. Mais nous voudrions que les choses changent. Ça va être la 3e année qu'ils sont au pouvoir, mais maintenant, ils font quoi pour que les choses changent? Le Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur, il a géré la documentation, donc la centrale de toutes les informations. Et maintenant, il est Premier ministre. Le président, il a été ministre de l'Intérieur, il a dirigé le parti. Et le parti, justement, qui en réalité, c'est lui qui fait tout ce que nous sommes en train d'observer dans notre pays. Et il a été chef de cabinet militaire du président. Donc ce sont deux hauts responsables du CNDD-FDD qui sont au pouvoir, mais qui essaient de nous servir d'un discours qui nous montre qu'eux, ils voulaient changer. Ce n'est pas vrai. S'ils voulaient changer, on l'aurait déjà constaté. Qu'est-ce qui aurait changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Si c'est cette histoire de la FOMI, tout le monde le sait, lui-même sait ce qui se passait hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand il appelle le responsable de la FOMI en disant « Allez, sortez !» Bon, écoutez, ça ne veut rien signifier ça. La FOMI existe depuis très longtemps, mais quel était l'objectif de la FOMI? C'était une source d'enrichissement illicite. Ce sont des machines qu'ils ont créées eux-mêmes pour produire de l'argent qu'ils voudraient emmagasiner. Voilà ce qu'il y a. Et le CNDD-FDD est à la base de cette façon de gérer le pays. Et ils veulent que nous les comprenions maintenant. Frédéric Bamvouguignoum-Villa déplore aussi le comportement du Parlement. S'il était réellement au service du peuple burundais, il devrait introduire une motion de censure contre le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Et parlons toujours gouvernance, le projet d'augmentation de la pension des retraités de la fonction publique, qu'ils touchent une pension égale à leur dernier salaire, reste en suspens en raison du manque de financement. Emmanuel Miburo, directeur général de l'Institut national de la sécurité sociale INSS, estime que ce projet nécessite beaucoup de fonds qui ne sont toujours pas disponibles. Suivez Emmanuel Miburo, directeur général de l'INSS. Bien que du temps se soit écoulé depuis l'annonce du projet de réforme des pensions, il est important de noter que les responsables ne sont pas restés inactifs. Au contraire, ils travaillent ardument pour mettre en œuvre cette initiative. Cependant, il est de plus en plus évident que cette tâche s'annonce complexe, principalement à raison de son coût élevé et de l'insuffisance de financement. Le principal défi auquel le projet est confronté réside dans le manque de fonds nécessaires à sa mise en exécution. En effet, les estimations initiales sous-estimaient largement les décès financiers avec une mise en œuvre nécessitant désormais 3 fois plus de ressources que prévu. Les experts qui avaient initialement calculé les coûts pensaient que les fonds proviendraient de l'Institut national de la sécurité sociale, à l'INSS et de l'Office bondé de l'information et de la communication ONPR. Cependant, il est rapidement devenu évident que cette option n'était pas viable car elle aurait mis en péril la stabilité financière de ces institutions en état très court. Par conséquent, le gouvernement doit désormais explorer d'autres sources de financement car il est peu probable que les bailleurs de fonds internationaux investissent massivement dans ce secteur spécifique. Les calculs nécessaires pour la mise en œuvre du projet sont déjà terminés, ne laissant que la quête des fonds nécessaires en suspense. Une autre note importante est que la réforme des pensions ne concernera que les retraités à partir de l'année 2022 jusqu'à nouvel ordre, conformément à la loi en vigueur. Cependant, même si les calculs sont en place, l'Organisation internationale du travail, OIT, chargée de superviser ces initiatives à l'échelle mondiale, n'a pas encore donné son aval. Cette attente peut être attribuée au fait que l'équipe de l'OIT n'a pas encore visité le terrain pour vérifier que les calculs sont conformes aux normes internationales en vigueur.
Depuis la promulgation de la loi relative en avril de l'année dernière, ce projet n'a toujours pas été mis en vigueur. Lors de la récente conférence des porte-paroles des ministères et institutions gouvernementales, Prosper Narogwa-Miye, porte-parole du gouvernement, a expliqué que la mise en application de la loi est retardée par la mise en place des textes d'accompagnement. Sécurité à présent, 2000 militaires burundais sont en RDC dans la ville de Goma depuis le mois dernier de septembre. Certains militaires se trouvant à Goma se disent inquiétés car ils ont été ordonnés de porter des tenues de l'armée congolaise FARDC. À la tête de ces militaires burundais se trouve le colonel Emmanuel Haringanji et nos sources sur place révèlent qu'ils sont partis dans cette région pour aider la RDC à affronter le mouvement M23. Autour des dates constituant la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023, des militaires burundais estimés à 2000 ont quitté le sol burundais en direction de la RDC. Des informations détenues par la RPA indiquent que ces militaires se sont dirigés vers la ville de Goma. Les mêmes informations précisent que ces militaires ont par la suite été conduits dans différents camps de l'armée congolaise FARDC. Nos sources sur place révèlent que ces militaires sont sous le commandement d'un colonel nommé Emmanuel Haringanji. Ils indiquent aussi qu'à leur arrivée dans les camps militaires, ils ont reçu des tenues de l'armée congolaise qui allaient donc devenir leur nouvelle tenue. D'après d'autres informations en provenance toujours des militaires se trouvant en RDC, certains militaires parmi les 2000 partis à Goma sont en train de suivre ces derniers jours des formations militaires dispensées par des instructeurs en provenance de la Russie. L'objectif de ces militaires burundais est, selon nos sources, celui d'aider l'armée congolaise au cours des affrontements avec le mouvement rebelle M23. La situation se présente ainsi actuellement, après qu'en date du 27 août 2023, le président Évariste Ndayishimiye s'est rendu en RDC où il a effectué une visite de 2 jours. Il a été signalé qu'au cours de cette visite, le président Ndayishimiye a signé avec son homologue Tshisekedi un accord de partenariat en matière de défense dont le contenu n'a pas été divulgué, mais qui pourrait contenir l'option d'envoi des militaires burundais pour opérer conjointement avec les militaires congolais. Ce qui semble inquiéter plus d'un, c'est qu'à l'est de la RDC se trouvent d'autres militaires burundais envoyés dans le cadre d'une opération conjointe mise en place par la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui consistait à préserver la paix en RDC en permettant un cessez-le-feu entre les mouvements rebelles congolais et le gouvernement de Kinshasa. Ceux qui observent de près la situation sécuritaire en RDC indiquent qu'ils ne comprennent pas comment le président Ndayishimiye, qui dirige en même temps les YAC, soit d'une part du côté des pacifistes et de l'autre un battant en guerre, et ce, en violation des conventions que les pays de l'EAC ont mises en place pour retrouver la paix en RDC. Et je vous l'avais dit au début de ce journal, les centaines de familles burundaises rapatriées de la RDC qui se trouvent actuellement dans la zone Gasenyi de la commune Buganda en province Chibito qui sont préoccupés par leurs enfants qui viennent de passer 3 semaines sans se rendre à l'école faute de moyens. Ces parents sont affligés du sort de leurs enfants qui ne font que quémander dans la rue pour avoir de quoi manger. Denis Claire, Itatkoumba. Ces Burundais qui se sont rapatriés avec leurs familles en provenance de la République démocratique du Congo font face à de multiples difficultés. En plus de dormir sous des arbres sur la colline Gasenyi en commune Buganda, ces parents sont attristés à cause de plus d'une centaine de leurs enfants qui ne sont pas en train d'étudier dans leur pays alors qu'en exil, ils allaient à l'école. Selon eux, le gouvernement leur a fait du mal en leur retirant l'assistance du HCR qui allait les aider à survivre et ainsi acheter le matériel scolaire pour que leurs enfants retournent à l'école. L'un des parents raconte leur calvaire. Le mal qu'ils nous ont fait à nous dépouiller de notre paquet retour a fait que maintenant nous irons dans la rue. Cela a fait qu'aucun enfant ne puisse aller à l'école. Parce que par exemple pour moi, je suis une mère qui élève seule mes 9 enfants. L'aîné était en 2e année secondaire dans le camp de réfugiés et le dernier était en 2e année primaire. Mais depuis notre retour au pays, aucun enfant n'est allé à l'école car comment y aller sans avoir mangé, sans cahier et sans uniforme?
Une autre chose qui affligeait ses parents, c'est de voir qu'au lieu d'aller étudier comme d'autres élèves, et ils passent leur journée à mendier dans les ménages et dans les rues pour qu'ils ne meurent pas de faim. Une situation qui peut engendrer des mauvais comportements chez ces enfants, surtout que les filles peuvent subir de violences sexuelles. Tous ces 9 enfants, je les envoie mendier dans les ménages pour qu'ils puissent apporter un peu de nourriture, que ce soit de manioc ou de patates douces. Les plus petits des enfants, je les envoie mendier sur la route car les voitures s'arrêtent afin qu'ils apportent un peu d'argent. Ces enfants qui ne vont pas à l'école est un grand problème pour nous. Nous vous supplions de nous aider à le résoudre. Sinon, nous sommes tellement affligés au sujet de nos jeunes filles que nous envoyons mendier car elles peuvent subir des abus sexuels et être enceintes. Ces 234 familles des rapatriés de la province de Cibitoke continuent à supplier le gouvernement du Burundi, plus particulièrement le ministère en charge des rapatriés, de leur donner une assistance alimentaire et matérielle sans oublier l'hébergement. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons comment leur santé est menacée suite aux mauvaises conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent dans la zone Gasenyi. Merci Dani Claire Ilatkoumva. Le nord-est du Burundi devrait s'attendre à une crise alimentaire à partir du mois de janvier de l'année prochaine. C'est l'alerte lancée par le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine FuseNet dans son rapport rendu public le 2 mai. Selon FuseNet, cette situation est consécutive à la diminution des stocks alimentaires et ses conséquences. Elvis Niomongere. Des résultats de cette alimentaire, la phase de l'IPC sont attendus jusqu'en janvier dans les dépressions du Nord et de l'Est du Burundi. C'est en raison de la diminution des stocks alimentaires de la saison 2023B, couplée à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la restriction des activités transfrontalières avec la Tanzanie et le Rwanda. C'est du moins ce que l'on peut lire dans le rapport du réseau de système d'alerte précoce contre la famine FuseNet. Selon ce rapport publié le 2 octobre, à janvier, les résultats devraient s'aggraver jusqu'au niveau de crise phase 3 de l'IPC dans la dépression du Nord. FuseNet indique cependant la région du centre et de l'ouest devrait maintenir un accès alimentaire minimal phase 1 de l'IPC en raison d'une production proche de la moyenne de la saison B et d'un accès moyen au revenu. Dans son rapport, FuseNet rappelle qu'à la mi-septembre, les prix du carburant ont augmenté considérablement d'environ 35%, une augmentation qui représente près de 40% par rapport à juillet et une augmentation de 65% par rapport au plus de l'année précédente. Le taux d'inflation est resté élevé depuis le début de l'année, atteignant environ 30% en août, précise le rapport de FuseNet. Malgré les défis économiques actuels, ce réseau trouve que la récolte de la saison 2023B, proche de la moyenne, a joué un rôle de stabilisation des prix des denrées alimentaires de base en septembre. Toutefois, les prix des denrées alimentaires de base sont restés considérablement élevés, allant de 30 à 75% au-dessus des prix de l'année précédente et de 80 à 120% au-dessus de la moyenne quinquennale. Cette flambée des prix alimentaires est attribuée à l'inflation régionale, à l'augmentation des coûts des intrants agricoles et au coût élevé du transport du carburant et des aliments, marqués le rapport de FuseNet. Et parlant justement agriculture, le président de la République a annoncé qu'il a pris en main la question du manque de semences de maïs. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré ce mercredi en commune Rururu de la province Ngozi. C'était lors de la présentation du nouveau gouverneur. Il a indiqué qu'un avion a été loué pour que ces semences arrivent le plus tôt possible. Et depuis le début de la saison culturelle, les agriculteurs des différentes localités du pays n'ont cessé d'alerter qu'ils n'ont pas de semences de maïs. J'ai constaté que les responsables ont badiné avec la question de manque de semences. Nous sommes en train d'amener ces semences d'urgence. J'ai même pris la décision de louer un avion. On va payer ce montant, même si l'on ne sait pas d'où on
va en tirer, pourvu que ces semences arrivent le plus tôt possible. Je pense que même aujourd'hui, ils vont charger d'autres semences, pourvu qu'elles arrivent rapidement pour qu'on puisse avoir des semences pour cette année culturelle. N'ayez pas peur, j'ai déjà pris en main cette question. Le commerce sur la frontière burundo-congolaise Gatumba-Kavimvira est toujours perturbé. Les commerçants burundais qui passent par cette frontière indiquent qu'ils sont dépouillés de leurs biens par les Congolais. Ces derniers disent venger leurs compatriotes qui subissent le même sort sur le sol burundais. Eric Niyonzima. Les vendeurs qui affirment qu'ils sont obligés de payer le prix d'argent au risque de se voir dérober de leurs marchandises sont les marchands qui vont effectuer en provenance du Burundi vers Uvira en République démocratique du Congo. Ces derniers font savoir que depuis mardi dernier, ils se sont vus soutirer de l'argent par la police congolaise, avant de le signaler qu'ils faisaient en direct ce que subissent les Congolais quand ils viennent au Burundi. Ici, ils parlent d'un certain Gervais qui dérobe les Congolais et les Burundais qui font le commerce transfrontalier burundais-congolaise. Écoutez plutôt le témoignage de notre source. Par exemple, nous les petits vendeurs, nous rencontrons des problèmes à Uvira, au Congo, quand nous vendons nos marchandises, puisque nous les déplaçons à moto ou à bord des bajaj et dans les véhicules. Au niveau de la douane, on te dit de donner de l'argent à les gars que eux, de leur côté, ils ne les font pas disparaître comme Gervais. Ce commerçant indique d'ailleurs que les Congolais d'Uvira malmènent les Burundais motards qui œuvrent dans cette ville. Il demande au gouvernement congolais et burundais de collaborer pour trouver une solution à ce problème dans les meilleurs délais. abamotari abisibamo muri Kongo bagendesha moto moto z'abakongomani zo muri Kongo umva abashoferi bakaba ari abarundi. Les Burundais qui travaillent à Uvira en tant que motards déplacent des personnes qui, à leur retour, profitent de les payer à l'égard que lorsqu'ils sont au Burundi, on les maltraite. Selon les informations que nous détenons des Burundais qui font le commerce en RDC depuis ce mardi, il n'y a que peu de Burundais qui osent aller au Congo car ils craignent que leurs marchandises soient volées. Ils demandent aux supérieurs du prénommé Gervais de faire en sorte que ce dernier soit muté ailleurs car c'est la source de tous ces maux. Merci Eric Niyonzima. En éducation, le 5 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux enseignants. Le thème retenu pour cette année est les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Le thème colle avec la situation qui prévaut au Burundi, du moins selon la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB. Dans une déclaration sortie à cette occasion, la FENASEB indique que le Burundi manque cruellement d'enseignants, un manque qui, selon la FENASEB, affecte la qualité de l'éducation au Burundi. Antoine Manouma, président de FENASEB. Ce thème est bien à point nommé, car le système éducatif de notre pays est confronté à une pénurie grave d'enseignants. Dans le but de tenter de contourner cette situation, le gouvernement fait recours aux enseignants bénévoles ou vacataires. Les enseignants bénévoles échappent à toute réglementation du travail. Les prestations ne sont pas rémunérées. Par conséquent, même les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Il arrive qu'ils soient pris en charge par les parents d'élèves, mais cette prise en charge est insignifiante. Dans pareilles circonstances, il y a à douter de leur efficacité au travail et leur rendement. Si on considère les effectifs d'enseignants vacataires, ils sont très élevés. Dans les prévisions du budget général de l'État 2023-2024, il est indiqué que 1500 enseignants vacataires bénéficieront d'une indemnité de vacataria. Il convient de souligner que dans certaines écoles, les enseignants vacataires sont à la charge des parents. Dans tous les cas, cette prime reste également insignifiante. Dans la plupart des cas, elle est octroyée avec retard et par conséquent, l'effort baisse. La plupart des enseignants vacataires sont choisis parmi les enseignants recrutés pour prester à temps plein. La surcharge ne leur permet pas de s'acquitter correctement de leurs tâches. Leurs prestations deviennent alors tronquées et il y a lieu de douter de leur rendement. La même situation est observée dans les écoles, organisant l'enseignement post-fondamental sans enseignants suffisants
où les horaires dépassent de loin les normes. Il en est de même dans les classes pléthoriques. Ici, le taux de redoublement élevé en sont l'une des conséquences. Dans cette déclaration adressée à la presse burundaise, Antoine Manouma a indiqué que la décision d'envoyer précipitamment en retraite plus de 3000 enseignants est venue aggraver la situation. Les enfants du Burundi sont donc privés de leur droit d'étudier. Encore une fois, Antoine Manouma, président de la fédération FENASEB. Dans le passé, chaque école primaire était dotée d'enseignants suppléants qui intervenaient en cas d'empêchement de l'un ou l'autre enseignant titulaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si un enseignant d'une classe donnée est absent, les élèves sont laissés à eux-mêmes. Si l'absence se prolonge, le programme risque de ne pas être achevé. La carence des enseignants s'est aggravée avec la mise en retraite de près de 3000 enseignants à la fin du mois de juin de cette année. Entre-temps, le gouvernement, à travers le document contenant les termes de référence pour le recrutement des enseignants nouveaux, édition 2023-2024, est signé par la présidente de la Commission nationale de recrutement en date du 18 août 2023, prévient que tous les besoins en enseignants ne seront pas couverts, ce qui signifie que beaucoup d'enfants resteront privés d'enseignants et d'enseignement de qualité. Autrement dit, leur droit à l'éducation sera toujours hypothéqué. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous considérons que la seule voie de garantir à chaque enfant l'accès aux enseignements recherchés est la hausse du budget de recrutement de nouveaux enseignants, ainsi que la fidélisation des enseignants en activité par le respect de leur dignité et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et dernier dossier de ce journal, le problème de manque d'eau potable continue à se manifester dans plusieurs coins du pays. En zone Gasenyi de la commune Buganda, province Cibitoke, il en manque depuis plus de 2 semaines. Les habitants de cette zone doivent faire de longues distances pour pouvoir se procurer de l'eau potable. Ceux qui ne le peuvent pas se rabattent aux eaux des rivières et craignent des maladies démentielles, surtout que dans cette période, leur province est parmi les foyers de l'épidémie du choléra. Josiane Mouzaneza. Cela fait 2 semaines que les habitants de la colline zone Gasenyi, commune Buganda de la province Cibitoke, n'ont pas été approvisionnés en eau potable. Depuis, la population se contente des eaux sales de la rivière Mokashu, située à plus de 3 km, ce qui leur fait perdre énormément de temps et d'argent. Faute d'eau potable, on fait de longues distances avec des bidons pour nous rendre à la rivière Mokashu afin d'y puiser de l'eau. C'est à au moins 3 km. Les gens ne savent plus où donner de la tête, tellement ils passent le gros du temps à errer avec des bidons pour chercher où trouver de l'eau potable. De plus, on doit débourser entre 350 et 400 francs pour payer les vélos-taxis qui nous aident à acheminer ces bidons jusqu'à chez nous. 400 à 350. Ces habitants indiquent que malgré tous leurs efforts, ils finissent par rentrer avec une eau sale puisée dans la rivière Mokashu, ce qui rend difficile, voire impossible, la propreté corporelle et celle de leurs habitations. L'eau de la rivière Mokashu est sale et ne peut même pas être utilisée pour laver les ustensiles de cuisine. Sinon, si on veut de l'eau potable, on est obligé de nous rendre plus loin à Ruhagarika ou à la source située dans la localité de Chunyu. D'autres vont encore s'approvisionner à la 5e transversale et cela fait que l'hygiène laisse à désirer. Pour le moment, la population de la zone Gasenyi craint d'attraper des maladies des mains sales, dont le choléra qui sévit ces derniers temps dans la province Cibitoke. À propos de ce manque criant d'eau potable, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda, pour de plus amples éclaircissements. Merci Josiane Mouzanez, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et excellente soirée chez vous.